Bonjour, chers conseillers territoriaux. Donc, la CNDT, la Commission nationale du dialogue des territoires, m'offre l'opportunité de vous adresser un exposé sur le contrôle de légalité au niveau des collectivités territoriales. Je vais faire une sommaire présentation. Je suis Ndiawar Paye. Je suis expert en aménagement du territorial. Je suis conseiller municipal dans ma commune de Pikine Nord. Donc depuis 1996, j'ai l'avantage vraiment d'avoir été régulièrement élu dans ma commune comme conseiller, tantôt adjoint maire. Je vais donc décliner le plan de l'exposé qui s'articule ainsi. La première partie concerne l'introduction, la définition et la configuration des collectivités territoriales, le contrôle de légalité, un contrôle plus respectueux des libertés locales. Ce contrôle s'exerce en principe a posteriori et circonscrit dans le seul périmètre de la légalité. Un contrôle faisant intervenir le représentant de l'État et au besoin le juge administratif. Deuxièmement, la présentation du bilan de la décentralisation. Comme vous le savez, toute activité présente des dysfonctionnements et dans ce cadre, nous avons noté des dysfonctionnements significatifs dans la mise en œuvre du contrôle. Des dysfonctionnements dans la mise en œuvre du contrôle de légalité. A. Les raisons explicatives au dysfonctionnement notées dans la mise en œuvre du contrôle de légalité. Et en C, nous aurons les recommandations pour un meilleur exercice du contrôle de la légalité. Enfin, un chapitre sera accordé aux conclusions sous forme de recommandations. Donc, en introduction, je dirais que les collectivités territoriales regroupent les départements, les villes et les communes. La création de collectivités territoriales émane d'une démarche de décentralisation du pouvoir de décision de l'État. À ce titre, l'État a transféré à ces collectivités territoriales des compétences et des moyens concomitamment, le budget et le personnel. La nécessité donc d'un contrôle sur les actes exécutés par les collectivités territoriales devient une réalité qui répond à la loi numéro 96/6 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales. Le Sénégal, depuis son accession à la souveraineté internationale, a opté pour une politique de décentralisation progressive et prudente, mais désormais irréversible. Cette évolution progressive a connu plusieurs étapes dont nous en reproduisons ci-dessus quelques dates repères. En 1960, le statut de commune de plein exercice est élargi à toutes les communes. En 1987, le Code de l'administration communale est promulgué par la loi 66-64 du 30 juin 1966, réunissant un texte de référence unique les différentes lois qui régissaient l'institution communale. En 1972, la loi numéro 72-25 du 25 avril 1972 crée les communautés rurales. En 1990, enfin, la loi 90-35 du 8 octobre 1990 modifie à nouveau le code de l'administration communale et verse les communes à statut spécial dans le droit commun. La loi numéro 90-37 du 8 octobre 1990 retire la gestion des communautés rurales au sous-préfet et la remet entre les mains des présidents de conseils ruraux. En 1987 est intervenue la loi 96-07-1996 qui a complètement remodelé le cadre juridique de la décentralisation, entérinant le transfert de 9 domaines de compétences que nous allons citer, concernant donc les domaines et le foncier, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, la santé, la population et l'action sociale, la jeunesse, les sports et les loisirs, la culture,
l'éducation et la formation professionnelle, la planification, l'aménagement du territoire et enfin l'urbanisme et l'habitat. Le 19 décembre 2013, l'Assemblée nationale du Sénégal adopte un nouveau code général des collectivités locales qui voit son application se matérialiser par la promulgation de la loi 213-10 par le président de la République. Donc l'une des mesures phares de la réforme de 213 est la suppression de la région comme collectivité territoriale au profit du département. En effet, la région n'a jamais pu ou su jouer pleinement son rôle qui était de promouvoir le développement économique, social, éducatif et organiser l'aménagement du territoire. À la place donc de la région, l'État a érigé le département en collectivité territoriale, considérée dans la nouvelle loi comme la base de la territorialisation des politiques publiques. Il s'agira dans une première phase de supprimer la région collectivité territoriale, diriger les départements en collectivité territoriale, de procéder à la communisation intégrale par l'érection des communautés rurales et des communes d'arrondissement en communes de plein exercice. De créer aussi la ville en vue de mutualiser les compétences des communes, la constituant, la composant, de répartir les 9 domaines de compétences jusqu'ici transférés entre les 2 ordres de collectivités locales, que sont le département et la commune. Il paraît important dans ce cadre de définir un certain nombre de concepts qui permettent la facilitation de la compréhension du cours. Ces concepts suivants, le contrôle de légalité, il se fait à 2 niveaux. Un contrôle s'exerçant en principe a posteriori, et ce qui se conduit dans le seul périmètre de la légalité. Avant, le contrôle se faisait a posteriori. A priori, donc, l'opportunité revenait aux représentants de l'État qui appréciaient est-ce qu'un acte peut être posé par une collectivité territoriale. Aujourd'hui, avec les avancées qu'on a connues, le contrôle se fait a posteriori et c'est un contrôle rapproché. Mais restant toujours dans le périmètre de la légalité. C'est-à-dire que les actes que les collectivités locales prennent restent au regard de la loi, conformes à la loi. Un contrôle faisant intervenir le représentant de l'État au besoin du juge administratif. Donc le contrôle s'opère à 2 niveaux. Le niveau représentant de l'État et le juge administratif. Pour le reste, je dirais, chacun ce qu'il aura dans son domaine de compétence. Maintenant, la collectivité territoriale, comme définition, il s'agit d'une personne morale de droit public distincte de l'État. Elle recouvre en son sein les communes, villes et départements. Elle est dotée de compétences également administratives. Définition de la compétence administrative, elle relève des connaissances dont dispose une personne sur un ensemble d'organismes organisés de façon hiérarchique de l'État, ministère, au territoire, les préfectures par exemple, ainsi que leur établissement public, université par exemple. L'administration au service de l'intérêt général. La commune, comme définition, la commune est la collectivité locale qui agit sur le plus petit territoire. Les communes connaissent une organisation administrative unique, quelle que soit leur taille. Les communes sont gérées par le conseil municipal et par le maire. Le conseil municipal est l'organe délibérant sur toutes les décisions avant qu'elles soient exécutées particulièrement. Contrôle de légalité, le contrôle de légalité consiste au plan formel à une analyse juridique par le représentant de l'État de tous les actes posés par les collectivités territoriales. C'est un contrôle, une analyse juridique de tous les actes. Je reviendrai sur énumérer tous les actes que les collectivités locales posent dans l'exercice donc de leur pouvoir, pour en vérifier donc la conformité avec la règle de droit applicable à la matière. Au plan matériel, un ensemble d'opérations qui vont de la réception de l'acte jusqu'à la matérialisation du contrôle, en passant par la délibération, dans la délivrance de l'accusé de réception. Donc,
le maire, le président de conseil, adresse donc aux représentants de l'État un acte donc, qui est considéré dans sa matérialisation de contrôle. Donc, et au terme de ce dépôt, un accusé de réception est donné au maire ou au président du conseil départemental. Donc, ce contrôle révèle des enjeux majeurs dans un contexte marqué par plusieurs évolutions notables. En premier lieu, l'exigence croissante d'éthique et de respect du droit qui émane du corps social a justifié la nécessité d'assurer la transparence du processus de décision publique. En second lieu, la transparence financière dans le domaine de la commande publique, ainsi que le respect du droit à l'information des citoyens et des élus sont devenus des conditions essentielles de la légitimité des décisions. Donc ce sont des pouvoirs maintenant donc, accrus qui sont accordés aux communautés dans le cadre de la participation, dans le cadre de contrôle en tant qu'administré, donc dans le contrôle des élus. Donc le contrôle de l'égalité des actes territoriaux est la procédure confiée par l'article 72 de la Constitution. C'est l'ancienne Constitution. Mais actuellement, c'est la nouvelle Constitution. C'est l'article 102 qui parle des collectivités territoriales et de leur administration. Donc le contrôle d'égalité s'exerce à deux niveaux. Un contrôle s'exerçant en principe a posteriori et c'est ce qu'on dit dans le seul périmètre de la légalité, je l'avais dit tantôt. Un contrôle faisant intervenir le représentant de l'État et au besoin le juge administratif. Ça se confirme par ce slide. Sous ce rapport, l'effectivité et l'efficacité du contrôle de l'égalité des actes des collectivités locales au Sénégal restent tributaires de la bonne réponse aux questions suivantes. Le contrôle de l'égalité permet-il de garantir les libertés locales? Vous savez que les libertés sont sacrées. On veut un contrôle respectueux des libertés locales, donc de l'autonomie donc des collectivités territoriales. Quel est le bilan de la partie du contrôle de l'égalité des actes et des collectivités locales? Il faut noter que ce contrôle de l'égalité se déroule en deux phases. L'effectivité du contrôle dans le respect strict des libertés locales, la présentation des résultats de ce contrôle, révélateur éventuel de dysfonctionnement dans la mise en œuvre de leur mission. Donc, je disais tantôt qu'en 1996, le législateur sénégalais, dans un souci d'une plus grande responsabilité des collectivités territoriales, qu'il considérait comme majeure, parce que c'est une évolution, a décidé de substituer au contrôle d'approbation a priori à un contrôle de légalité a posteriori. Et ce contrôle reste toujours rapproché. Il s'est agi alors d'organiser un mode de contrôle pour lequel le contrôle a posteriori sera la règle et le contrôle a priori restera l'exception. Parce que aussi l'État reste prudent dans les compétences qu'il transfère aux collectivités locales, qui ne doivent pas délibérer en dehors de leurs compétences. Donc c'est pourquoi il y a un contrôle a priori qui reste quand même l'exception. À ce niveau, il importe de préciser que la réforme 2013 est restée dans la même logique. Donc 2013 et 1996, toutes les lois restent dans la même logique, donc de laisser plus de marge, plus d'autonomie aux collectivités territoriales. Mais quand même, l'État restera toujours à veiller par un contrôle a priori. À ce niveau, il importe de préciser que la réforme est restée dans la même logique. L'analyse des règles de contrôle nous permet de distinguer deux régimes d'entrée en vigueur pour les actes soumis au principe de l'exécution de plein droit. Il y a un certain nombre d'actes exécutoires, donc de plein droit. Donc ces actes, suivant l'article 243 du Code des collectivités territoriales, sont exécutoires de plein droit 15 jours après la délivrance de l'accusé de réception par le représentant de l'État. Le représentant de l'État également a la possibilité de demander une seconde lecture. C'est-à-dire qu'il renvoie le dossier au maire pour que le maire
prennent compte donc des observations donc des représentants de l'État. Donc ces actes concernent les délibérations des conseils. Les conseils se réunissent pour délibérer par exemple sur le budget et sur d'autres actes, lotissement, exemple. Les conventions que les conseils contractent avec des partenaires, la coopération financière, hein, donc des décisions individuelles. Un maire prend des décisions individuelles à l'interne. Il peut recruter, il peut nommer, il peut faire avancer, il peut également licencier, sanctionner. Donc ce sont des actes énumérés par l'article 243 du Code général des collectivités territoriales, donc qui sont soumis à l'approbation des représentants de l'État, qu'il soit le sous-préfet ou le préfet. Voilà les actes concernant l'article 243 donc, du Code des collectivités territoriales. Donc ces actes restent exécutoires de plein droit 15 jours après donc, leur dépôt, après la délivrance donc, de l'accusé de réception. D'autres actes, notamment ceux pris par les exécutifs locaux, aux fins de la gestion quotidienne des collectivités locales ou dans le cadre d'exercice de le pouvoir de police. C'est ça que je disais, c'est des actes de gestion quotidienne du maire ou du président du conseil départemental. Donc tous ces actes-là sont soumis au contrôle du représentant de l'État. Donc il apparaît clairement que les autorités locales sont obligées de transmettre leurs actes, mais qu'elles ne sont atteintes à aucun délai. Donc tous les actes pris par le maire, le président du conseil départemental, il doit le transmettre donc au représentant de l'État. Soit il est le sous-préfet, il est le préfet. Le sous-préfet c'est pour la commune, les préfets c'est pour les départements. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les collectivités locales parfois ne transmettent pas les actes qu'ils prennent. En général, le budget est transmis parce que le budget est soumis à approbation. Il y a des actes qui sont d'une haute importance qui sont obligatoirement, le maire ou le président du conseil départemental le transmet aux représentants de l'État. Donc il y a un rappel pour examiner donc, comment cela se comporte dans le rapport sur le compte de légalité couvrant la période de 1998 à 2021. On a constaté que des actes énumérés aux articles 334, 335, 336 du code, c'est l'ancien code, mais maintenant qui ont évolué avec le nouveau code, articles 243, 244 et 245, que ce sont en moyenne seulement 7 actes qui sont transmis annuellement aux représentants de l'État. Donc, en général, le budget, obligatoirement, le maire a besoin son approbation, il le transmet. Mais il y a des actes que le maire ne transmet pas alors qu'il est soumis par la loi de les transmettre. Donc, c'est la faiblesse à ce niveau-là réside donc dans l'absence d'indication obligatoire de délai qui est astreint au maire ou président de conseil départemental. Donc, c'est des constats qui sont faits et qui nécessitent dans les recommandations des améliorations donc pour plus de clarification entre les rapports entre le représentant de l'État et le maire ou le président du conseil départemental. Bon, toutefois, il est noté qu'une analyse des textes doit amener à nuancer l'étendue de la liberté octroyée aux collectivités locales. Sur ce point, l'article 245 est très éloquent. Il dispose que par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus aux articles 243 et 244 du présent code, restent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'État les actes pris dans les domaines suivants. L'article donc 245, je vais énumérer les actes qui sont listés. Donc ces actes seront soumis obligatoirement aux représentants de l'État, donc qui sera tenu donc, de les examiner et donner son avis. Et principalement, c'est le budget. C'est le budget, donc obligatoirement un acte qu'on doit transmettre aux représentants de l'État,
donc pour qu'il vérifie la sincérité, est-ce que les dépenses obligatoires sont inscrites, est-ce que les salaires, est-ce que toutes les dépenses, comme je dis, obligatoires sont inscrites, parce qu'une dépense qui n'est pas inscrite dans un budget n'est pas exécutée. Donc c'est pourquoi l'article 245 du Code exige donc que tous les actes posés ayant trait à cet article-là donc soient obligatoirement donc déférés donc aux représentants de l'État. Le Code général des collectivités locales a inscrit le contrôle dans le seul périmètre de la légalité, dont les principaux acteurs sont les représentants de l'État et les juges administratifs. Un contrôle faisant intervenir le représentant de l'État et aux besoins le juge administratif. Le représentant de l'État, délégué du président de la République dans sa circonscription, veille à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et règlements, au maintien de l'ordre public. Donc le préfet et le sous-préfet, ils représentent le président de la République dans la circonscription administrative. Nous savons que le Sénégal marche sur deux leviers, la décentralisation et la déconcentration. Les services déconcentrés de l'État sont incarnés par le gouverneur, le préfet et les sous-préfets. Donc c'est pourquoi la relation entre l'État, entre dans le cadre des autorités locales, dans le cadre de la décentralisation, et les autorités déconcentrées dans le cadre de la déconcentration, donc fonctionne suivant le Code général des collectivités locales. Donc j'avais tantôt dit qu'il y avait deux types de contrôle. Concernant le contrôle externe et le contrôle interne. Le contrôle externe, donc le représentant de l'État vérifie le respect des règles de compétence de l'auteur, c'est-à-dire du maire ou du président du conseil départemental. Les aspects liés à sa forme et à sa procédure d'élaboration. Les contrôles externes. Les contrôles externes, donc, ils portent sur la compétence du maire, la temporalité et la compétence territoriale. Est-ce que le maire peut délibérer par un acte sur un périmètre qui n'est pas dans son commune, hors de sa commune? Est-ce qu'il peut délibérer sur une compétence qui n'est pas attribuée au maire? Par exemple, j'ai cité tantôt 9 domaines de compétences transférés. L'agriculture en fait partie, le tourisme en fait partie. Si un maire, par exemple, délibère sur un thème portant sur l'agriculture, donc c'est ça que interviendra le contrôle externe. Pour dire la légalité externe, donc dans ce domaine-là. Le maire n'a pas ce droit-là. S'agissant de la légalité interne, il doit vérifier si les actes qui lui sont transmis respectent les règles de droit applicables en la matière, notamment s'il n'y a pas de violation de la loi de détournement. Oui, le maire, les actes quotidiens de gestion qu'il prend. Donc il est tenu donc, de se conformer à la loi. Par exemple, si le maire veut recruter, si le maire veut sanctionner, si le maire veut licencier, tout ça, c'est des actes qui posent avec des visas se rapportant au décret, à la loi ou à la Constitution. Donc, sortant de ce cadre-là, donc, si il aura violé la loi. Donc, c'est cette violation de la loi-là que va empêcher donc, le contrôle de l'égalité interne. L'autre aspect également du contrôle de l'égalité interne permet de voir si l'acte est pris dans un but personnel ou en satisfaction d'un intérêt privé au détriment de l'intérêt local. Le maire peut prendre un acte pour son propre intérêt personnel. Et là, il fait un détournement d'acte. Il fait un détournement de la loi. Donc c'est pourquoi le texte dit, l'autre aspect peut pondérer également si l'acte est pris dans un but personnel. Ce contrôle s'avère très délicat car il peut amener à une appréciation de l'opportunité de l'acte. Oui. Là intervient le contrôle a priori. Est-ce que l'acte est opportun, oui ou non?
c'est le représentant de l'État qui interviendra. Concernant le contrôle de légalité qui s'exerce sur les actes unilatéraux est le même que celui qui s'exerce sur les contrats, sous réserve de quelques particularités pour ces derniers. Le contrôle de légalité exercé par le représentant de l'État sur les actes contractuels suscite deux remarques. Et une analyse de la cohérence des rapports sur le contrôle de légalité aboutit généralement au même constat. Il s'agit de dysfonctionnements dont la récurrence est telle qu'il urge de rechercher les raisons explicatives et d'en trouver les solutions. Il est noté que les dysfonctionnements relevés sont pour la plupart imputables aux collectivités locales. Ces rapports révèlent également des difficultés liées à la matérialisation de la transmission des actes. Un acte, il est transmis, c'est un document qu'on transmet, c'est ça l'aspect matériel donc, de la transmission, avec un accusé de réception donc, du représentant de l'État. Toujours, les dysfonctionnements, pour la plupart, sont imputables aux collectivités locales dans leur manquement, dans la transmission donc, des actes qu'ils prennent. Les principales carences affectent l'exercice du contrôle de légalité sont de deux ordres. Le respect, pas toujours effectif, de la formalité de publicité des actes. Tous les actes que les maires ou les présidents du conseil départemental doivent porter affichés dans les collectivités locales en panneau tableau d'affichage pour dire que les actes sont pris. Donc la publicité de tous les actes doit être connue par les administrés, le personnel, même s'il s'agit d'une note de service. Donc l'affichage permettra un accès à ces actes-là. Et puis ensuite, au niveau de la préfecture ou sous-préfet. Aussi, j'avais parlé de la rétention ou les lenteurs notées dans la transmission des actes. Voilà, donc parfois c'est délibéré. Voilà, donc l'absence de publicité, le code énumère un certain nombre de formalités de publicité. Le code énumère un certain nombre de conditions substantielles, donc pour le non-respect desquelles l'acte de la collectivité locale ne peut être exécutoire. Donc si l'acte ne fait pas l'objet de publicité, la formalité de publicité n'est pas respectée, l'acte ne peut pas être exécutoire. Donc, il faut que les maires, présidents de conseil départemental, s'accordent à respecter la formalité de publicité des actes. Donc il faut la publication des actes, tous les actes, et la notification également aux personnes intéressées. Par exemple, quand on sanctionne une personne, quand on fait avancer une personne, recruter une personne, il faut une notification soit apportée à la personne. Donc c'est pourquoi on parle de publicité, de la formalité de publicité des actes. Donc comme j'ai dit tantôt, ce respect de cette formalité de publicité n'est pas systématique au niveau de beaucoup de collectivités territoriales. Alors que l'article 154 dispose, les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'État. Vous savez qu'il faut un registre. Il faut un registre coté, donc paraphé par le représentant de l'État. C'est extrêmement important, même pour le contrôle de la Cour des comptes. La Cour des comptes effectue des contrôles au niveau des collectivités territoriales. Ma commune a été contrôlée sur une gestion de 3 années et recommandations ont été faites. La Cour des comptes a noté l'absence d'un registre donc, qui mentionnait tous les actes que le maire prenait. L'absence également de réunions hebdomadaires. Il faut une réunion de coordination comme nous faisons ici. Les communes sont tenues de faire des réunions de coordination hebdomadaires. Et ces réunions sont sanctionnées par un procès verbal. Les procès verbaux sont classés. Ça permettra
au corps de contrôle de l'État de s'apercevoir qu'à ce niveau, le maire, le président du conseil départemental, le conseil respecte donc ces dispositions de la loi, notamment en son article 154. Les faiblesses, bon, parfois c'est le manque de maîtrise par certains élus, donc de formalisme juridique, donc devant entourer ces actes-là. Donc c'est par méconnaissance, c'est pourquoi la formation est toujours recommandée pour les élus, pour les maires et pour les présidents de conseil départemental. C'est l'occasion pour moi de remercier la Commission nationale du dialogue territorial, la CNDT, qui s'est investie dans ce domaine. Et ce cours-là en est une illustration parfaite. Donc, les lenteurs dans la transmission, les rétentions d'actes. Rétention, on ne bloque les actes, on ne les transmet pas. Donc, rapport des présidents de l'État, les postes sur le compte de l'État sont unanimes pour considérer que le nombre d'actes transmis est faible à ce niveau-là. Le nombre d'actes transmis est faible. Il fut noté que pour les 557 collectivités locales, le nombre d'actes transmis pour l'année 2012 est de 9397, soit une moyenne de 16,87%. C'est faible, évidemment, par collectivité locale et 1,4% par mois. Imaginez tout le flot d'actes que les communes, les départements prennent quotidiennement et leur transmission. En 2012, seuls 9397 actes ont été transmis. Pour l'année 2013, les actes transmis sont au nombre de 11 697. Une petite évolution avec une moyenne de 1,75% par mois. De même, il n'est pas rare de trouver des élus qui pensent que seuls les actes soumis à approbation, donc exécutoires, doivent être transmis aux représentants de l'État. Donc c'est une méconnaissance des textes. Donc d'où la nécessité de la formation continue donc des élus pour leur permettre donc de mieux connaître et de mieux appliquer les textes. Donc les difficultés liées à la matérialisation de la transmission des actes. Pour s'assurer de la réception effective de l'acte pris, l'autorité locale, auteur de la décision, a besoin, ne serait-ce que pour les nécessités de preuve, d'un acte qui en atteste. Il peut s'agir soit d'un accusé de réception, soit d'un arrêté d'approbation. Donc l'autorité locale, le maire, le département, quand il dépose, quand il transmet une décision au représentant de l'État, la contrepartie de ce dépôt, c'est qu'il a un assuré accusé de réception, soit d'un arrêté d'approbation. Ça concerne en général les budgets. La non-délivrance d'accusé de réception, c'est intéressant à ce niveau-là, sur ce point. Il a été régulièrement constaté que la délivrance d'un accusé de réception des enregistrements de tout acte émanant d'une autorité locale n'est pas systématique au niveau des représentants de l'État. C'est-à-dire, parfois, le représentant de l'État ne donne pas accusé de réception. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Le non-respect de cette formalité constitue une violation de l'article 243 du Code général des collectivités locales. Le représentant de l'État est tenu de donner un accusé de réception au maire, au président du conseil départemental, donc, qui dépose, sans compter les instances éventuelles. Donc cette irrégularité pourrait avoir un cas de recours pour excès de pouvoir. Dans ce cas, le maire est fondé de saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir, donc du représentant de l'État. L'article 245, vous voyez, ça revient tout sur un article extrêmement important. Donc j'ai énuméré donc, les actes délibérés de délibération du maire, du président du conseil départemental, soumis à approbation. Donc les actes, c'est énuméré dans l'ordonnancement juridique que lorsque l'autorité administrative compétente les aura préalablement approuvés.
Toutefois, l'approbation des représentants de l'État sera réputée tacite si elle n'a pas été notifiée à la collectivité locale dans le délai d'1 mois à compter de la date de l'accusé de réception. Donc si le maire dépose, 1 mois après, il ne reçoit pas l'accusé de réception, 1 mois après, il est fondé à dire que c'est un accord, sera réputé tacite, un accord tacite. Parce que normalement, le représentant de l'État doit accuser de réception, doit donner l'approbation. S'il ne donne pas l'approbation, 1 mois après, le maire peut exécuter l'acte qu'il a soumis à approbation. Donc l'acte d'approbation est une nécessité. L'arrêté d'approbation est une nécessité. Donc concernant tout ce qui a trait à l'article 245 du Code des collectivités territoriales. Il est constaté dans les faits que, pour la plupart, les représentants de l'État apposent un cachet vu et approuvé sur l'acte en question. Donc l'attitude du représentant de l'État face aux actes des collectivités locales soumis au contrôle de la légalité. Face à un acte qui lui est transmis, le représentant de l'État, en fonction de la nature de celui-ci, peut soit demander une seconde lecture, ce que j'ai dit sur l'article 243, soit refuser d'approuver l'acte pour des raisons objectives bien déterminées. Concernant les actes non soumis à approbation, en application des dispositions du Code général des collectivités locales, les actes énumérés en son article 243 ne sont exécutoires qu'au terme d'un délai de 15 jours après la délivrance de l'accusé de réception. Les actes concernant l'article 243, j'avais listé ça, concerne les délibérations des conseils, actes à caractère réglementaire, conventions relatives au marché, donc que les conseils, les maires et les présidents de conseil contractent avec des partenaires. Donc ces actes relevant de l'article 243 ne sont exécutoires qu'au terme d'un délai de 15 jours après la délibération de l'accusé de réception, sauf demande de seconde lecture. Le maire, le représentant de l'État, peut demander une seconde lecture. Parce que, curieusement, c'est un moyen qui est très efficace, qui permet aux représentants de l'État de faire corriger, comme j'ai dit tantôt, de faire corriger à une autorité locale les erreurs qui sont glissées sur ces décisions. Parce que des erreurs peuvent être dans les décisions, particulièrement sur les visas, visa tel, se rapportant aux lois, constitutions et décrets. Pour preuve, donc, en 2004, sur 1025 actes relevant l'article 334 modifié dans le nouveau code, seuls 17 actes ont fait l'objet d'une demande de seconde lecture. Donc à ce niveau, il y a un bon comportement des maires et des présidents de conseil départemental. En 2005, sur 1936 actes, seuls 5 ont fait l'objet également certaines avancées, demande de seconde lecture. Et l'ensemble de ces 5 ne concerne que la communauté, une seule communauté, la communauté Gaye. Donc de plus en plus, il est noté une maîtrise des textes au niveau des collectivités locales, en tout cas au niveau des collectivités, au niveau des maires et au niveau du conseil départemental. Encore en matière statistique, en 2012-2013, sur 4900 actes transmis, sur le fondement de l'article 243, seuls 89 ont été renvoyés en seconde lecture, soit un taux de 1,80%. Là, il y a un glissement encore. Toujours concernant les actes soumis à approbation, les actes énumérés à l'article 245 peuvent être exécutoires que si au préalable, ils ont été approuvés par les représentants de l'État. 245, c'est extrêmement important. Il faut l'approbation des représentants de l'État, sans quoi l'acte n'est pas exécutoire.
Donc, au vu de la rareté des cas de refus d'approbation, on est en droit de se demander légitimement si cela est lié à un respect scrupuleux de la loi et des règlements. C'est important. Il y a une rareté des cas de refus d'approbation. L'interrogation est: est-ce que c'est lié à un respect scrupuleux de la loi par les autorités locales et des règlements par les autorités locales, ou à l'inefficacité, l'ineffectivité du contrôle que doit exercer le représentant de l'État? Donc c'est une interrogation qui est posée, puisqu'il y a très rarement refus d'approbation. Est-ce que les maires maîtrisent bien les actes qu'ils posent, ou bien est-ce qu'il y a ineffectivité du contrôle du représentant de l'État? Donc l'explication est trouvée ici. Il est dit que il est constaté que dans les rapports avec les organes d'écoute locales, les fonctions de conseil et l'esprit de partenariat prévalent plus. Donc cette proximité entre le représentant de l'État et le maire, le président du conseil départemental, fait qu'il y a un esprit de collaboration, de partenariat, qui fait que il est rare de noter des cas de refus d'approbation. En tout cas, moi, je sais par expérience, depuis 1987, je suis conseiller municipal, adjoint maire. Je connais bien les rapports qui existent entre, en tout cas, le maire et le représentant de l'État. En général, c'est des rapports de bonne collaboration. Rarement des rapports heurtés, rarement. Donc, ça peut justifier donc la rareté des cas de refus d'approbation. Donc, c'est à-dessus la dialogue, la concertation entre représentants de l'État et les locaux. Donc, mais quand même, qui ne doit pas aboutir à une assimilation de contrôle légal, à une simple formalité d'usage. Malgré donc c'est la qualité de ces rapports-là, le contrôle de légalité doit rester de rigueur. Ensuite, il y a l'absence de suivi et d'évaluation du contrôle de légalité. Avec l'avènement donc dans le paysage institutionnel en 2005 du ministère des collectivités locales, de la décentralisation, les autorités avaient senti la nécessité de créer la direction de la décentralisation, chargée entre autres d'évaluer la politique de la décentralisation. Ainsi, le décret 2005-575 du 22 juin 2005 portant l'organisation du ministère susmentionné prévoyait au sein de la direction de la décentralisation 2 divisions: la division des études et des réformes et la division du suivi et l'évaluation du contrôle de légalité. Extrêmement important également dans cette dynamique. Cependant, ces derniers étaient paralysés dans l'exercice de ces missions par le défaut de moyens de tous ordres. Oui, on a mis des structures, mais ils n'ont pas des moyens personnels, matériels, donc, pour effectivement faire le travail. Malgré ça, donc, la division compte à son actif 2 rapports finaux et un qui est en gestation. Depuis la suppression de cette division en 2012, le gouvernement sénégalais, par le biais de la Direction générale de l'administration territoriale, DAGAT, DGAT, logé au ministère de l'Intérieur, a instruit toutes les autorités administratives de transmettre à temps les statistiques sur le contrôle de légalité. L'article 248 du Code général des collectivités locales dispose que le gouvernement soumet chaque année à l'Assemblée nationale, qui est en débat au cours de sa session, un rapport sur le contrôle de légalité exercé l'année précédente à l'égard des actes des collectivités locales. Donc, il y a eu des faiblesses qui sont notées dans ces dispositions légales. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur avait eu à conduire en 2002 des enquêtes administratives auprès des représentants de l'État en vue de disposer de statistiques et appréciations afférentes au contrôle de légalité. Vous voyez donc l'importance que le gouvernement donne au contrôle de légalité des collectivités locales, notamment au niveau des représentants, les préfets et les sous-préfets. Dans ce cadre, le premier rapport dressé subséquemment et qui couvrait les années 98 à 2001
n'ayant pas aussi été communiqué aux parlementaires, le Premier ministre, le 8 octobre 2002, donnait des directives pour que le respect à l'avenir de cette obligation, depuis lors, malheureusement, rien n'a été fait. Il faut noter maintenant que depuis lors, la Direction générale de l'administration territoriale, DGAT, est en train de travailler dans ce sens pour son amélioration. Parce que toujours nous sommes dans le chapitre donc, des dysfonctionnements. On a essayé de cerner les difficultés, c'est au niveau des collectivités territoriales. Est-ce que les actes sont transmis à temps? Est-ce qu'ils sont transmis? Est-ce qu'il n'y a pas de rétention? S'il n'y a pas de retard? Est-ce que l'autorité également, représentant l'État également, joue son rôle donc, de veille et de contrôle? Donc les manquements notés dans la mise en œuvre du contrôle légatif peuvent être liés à la combinaison d'un certain nombre de facteurs d'ordre conjoncturel et juridique. Donc les raisons d'ordre conjoncturel, ces raisons se résument aux considérations politiques auxquelles certains représentants de l'État doivent faire face. Ouais, les présenteurs qu'il y a d'ordre politique entre le représentant de l'État et l'autorité locale. Donc, il était précisé dans le Conseil d'État français une notation, donc la notoriété politique des partenaires de santé peut être à certains égards embarrassante pour les représentants de l'État. Quand la personnalité donc, du maire, la personnalité du président du conseil départemental, donc, peut être embarrassante pour le représentant de l'État. Ça peut le gêner dans l'exercice de sa fonction de contrôle. Parce qu'un maire peut être ministre, un maire peut être député, donc peut avoir une assise territoriale, une assise nationale, donc influence, donc qui peut freiner donc les ardeurs, donc voilà. Donc sur les raisons d'ordre juridique, la saisine de la Cour suprême par le représentant de l'État constitue un élément important à l'aune duquel on peut mesurer l'effectivité du contrôle de légalité. Oui, parce que le représentant de l'État peut saisir la Cour suprême quand il refuse d'approuver un budget. Il peut renvoyer en seconde lecture, mais il peut refuser d'approuver. Et dans ce cas, il n'est pas l'arbitre. L'arbitre, c'est le juge de la Cour suprême. Donc lui, il saisit la Cour suprême pour demander que cette délibération-là, ou l'acte posé en quoi, soit annulé. Le représentant de l'État ne peut pas annuler. Donc il saisit. Tout comme le maire aussi peut saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir donc, du représentant de l'État. Donc tout ça, vous voyez, c'est pour équilibrer les rapports et que le juge de la Cour suprême est arbitre, donc pour jouer un rôle tampon entre les deux autorités. On dit que la Cour suprême, en cas de déféré, est enfermée dans un délai d'1 mois. Donc si le maire ou le représentant de l'État saisit la Cour suprême est enfermée dans un délai d'1 mois pour rendre sa décision conformément aux articles 62, 79 de la loi organique l'instituant et 246 du Code des collectivités locales. Donc, un délai est imparti d'1 mois à la Cour suprême donc pour prendre une décision. Donc je vais aller un peu plus vite. Hein. Donc pour parler de ces instances, voilà, c'est un peu, voilà, je vais essayer d'aller. Donc après avoir présenté les dysfonctionnements notés dans la mise en œuvre du contrôle, il importe maintenant de formuler des recommandations, voilà, donc, dont la mise en œuvre pourrait participer à un meilleur exercice de contrôle. On a parlé des principes, quels sont les types de contrôle, ensuite quelles sont les prérogatives de chaque autorité locale maintenant. On a noté également le dysfonctionnement. Maintenant, il s'agit d'aller vers des recommandations. Parce que pour essayer d'améliorer donc, un meilleur exercice de contrôle de légalité. Donc, il faut supprimer a priori le contrôle a priori. Tous les actes sous le régime de l'article 243. Deuxième recommandation, systématiser la délivrance d'accusés de réception et d'arrêtés d'approbation en élevant un modèle type.
Donc maintenant, les autorités, il recommande aux autorités donc, de délivrer les accusés, réception et d'arrêter d'approbation. Établir un rapport annuel sur le contrôle de légalité et le présenter devant l'Assemblée nationale. Ça permettra de voir comment des rapports entre les autorités fonctionnent. Éditer et vulgariser des outils didactiques adaptés aux réalités actuelles de la décentralisation. Relever le niveau du représentant de l'État, sous-préfet, par un retour aux dispositions de l'article de la loi numéro 72 du 1er février 1972. Il importe de souligner que cette période transitoire qui a été accordée à l'autorité pour nommer comme sous-préfet des fonctions et députés est arrivée à terme depuis 1915. Quoi qu'il en soit, il importe de reconnaître que le respect de cette obligation donc, participe à coup sûr à l'amélioration du système de contrôle de légalité au Sénégal. Il est suggéré également de créer un pôle technique d'appui conseil aux représentants de l'État. Ce pôle technique aura un rôle de veille, stratégique et d'alerte, un rôle de suivi et un rôle de consultation. Toutefois, la seule création de ce pôle technique d'appui au conseil et aux représentants de l'État ne suffit pas, car il faut pour son opérationnalité qu'il soit doté des moyens appropriés qui peuvent du reste être de divers sortes. C'est-à-dire qu'il faut toujours capaciter donc, le personnel des représentants de l'État au niveau des collectivités territoriales. C'est ce souci-là qu'a le législateur. Il faut aussi créer des services régionaux de la décentralisation. Décentraliser l'activité de la Cour suprême, le fait que la seule juridiction administrative apte à prononcer l'annulation d'un acte d'une collectivité locale soit logée à Dakar, constitue selon certains acteurs un frein à toute tentative d'essai en justice contre un acte d'une autorité locale présumée. Donc, c'est ce que les collectivités locales qui sont un peu à l'intérieur du pays, la distance entre Dakar et leur localité, parfois décourage donc, que la Cour suprême soit saisie. Donc c'est pourquoi l'heure est venue au Sénégal de transférer le contentieux de la légalité des actes des collectivités locaux, des collectivités locales aux tribunaux de grande instance. Donc il est préconisé que les contentieux soient transférés aux tribunaux de grande instance et non à la Cour suprême pour des questions d'accessibilité donc territoriale, spatiale. Pour ce faire, il faut envisager la modification de la loi 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême pour que celle-ci ne soit plus la juridiction exclusive compétente en matière de recours pour excès de pouvoir. Conclusion, pour conclure, nous rappelons que l'État et les collectivités locales ne sont pas des entités antagoniques, mais constituant plutôt un seul bloc, de l'un dérivant de l'autre. Dans le contexte républicain, l'État est le garant de la cohésion nationale, des libertés et de l'intérêt général, mais de plus en plus, sa légitimité est tributaire de la qualité de son organisation, de la transparence et de l'impartialité de ses procédures de contrôle. En procédant au contrôle de l'action des collectivités locales axée sur le primat de la légalité, le Sénégal s'est inscrit dans cette démarche. Ainsi, même si beaucoup de dysfonctionnements pèsent encore sur la mise en œuvre du contrôle de l'égalité des collectivités, des actes des collectivités locales, il ne demande pas moins que l'acte 3 de la décentralisation a quand même permis d'engranger des avancées administratives et institutionnelles notoires. Dès lors, ces dysfonctionnements ne doivent nullement cacher les nombreux efforts faits pour assurer l'effectivité. Par ailleurs, les projets de réforme institutionnelle majeures en cours tels que le schéma directeur de modernisation de l'administration, il y a un certain nombre de réformes. Donc pour alléger, pour donner plus de possibilités donc, aux collectivités d'accéder aux tribunaux, donc, à la Cour suprême, transférer aux tribunaux de grande instance. Donc ce sont ces projets de réforme institutionnelle majeurs en cours donc, qui permettront vraiment d'améliorer la relation, l'exercice du contrôle de l'égalité. Voilà, j'ai conclu en ces termes. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci.